Bonjour, bienvenue à ce nouveau débat du Presse Club. Merci à tous ceux qui se sont déplacés. Je suis ravie d'être là et d'animer enfin un débat au Presse Club. Merci d'ailleurs de nous ouvrir vos portes. Le débat d'aujourd'hui, comment 2020 et 2021 ont-elles refaçonner les médias. Alors, il s'est passé beaucoup de choses en 2 ans. On ne va pas trop revenir sur ce qui s'est passé. Je pense que tout le monde le sait. Et cela a eu un impact, même des impacts sur les médias. Un boom des audiences digitales, premièrement, mais aussi une baisse drastique des revenus publicitaires. Mais des nouveaux formats éditoriaux se sont créés et on va voir peut-être que le traitement de l'information a été adapté pendant cette période. Bref, plein de choses se sont passées. Je suis Cindy Béton, je travaille chez Cision, un éclaireur de marque, et je me ferai le porte-parole de mes clients qui sont attachés de presse, communicantes et communicants, et qui se posent plein de questions sur ce qui s'est passé pendant 2 ans dans les médias. Et pour discuter de tout ça, je suis ravie d'accueillir nos 3 invités. Je vais commencer par vous. Yannick Le Tranchant, bonjour et merci beaucoup d'être là. Donc vous êtes directeur des opérations spéciales de l'information et des antennes à France Télévisions. Vous nous direz d'ailleurs au cours du débat clairement en quoi consiste ce poste, qui est assez nouveau finalement. Cécilia Gabizon, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente et directrice éditoriale d'ETX Studio. C'est aussi quelque chose d'un petit peu particulier, moi que j'ai découvert et innovant. Vous êtes finalement une agence de presse spécialisée dans l'information loisirs, maison. Et vous, finalement, vendez des contenus informationnels à des médias. Donc vos clients, c'est Marie-Claire, c'est Biba, c'est l'Express, ce sont ce type de médias. Alors je vous en dirai plus, mais plus précisément, on travaille sur les mutations des modes de vie, pas uniquement les loisirs, mais vraiment, et donc c'est assez large. Et effectivement, nos clients sont à la fois des médias et des marques qui veulent faire du média. Oui, ce qui est un peu la tendance, d'ailleurs. Et enfin, Hubert Coudurier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes directeur de l'information du Télégramme et vous allez nous en dire plus sur ces mutations et peut-être aussi avec un angle, du coup, un petit peu particulier sur la PQR. Est-ce que cette presse quotidienne régionale a été impactée de la même façon? Nous verrons ça. En tout cas, merci d'être là. Et je vais commencer tout de suite par ma première question. Finalement, là, comme ça, si je devais vous demander le grand apprentissage de ces 2 années dans les médias, à votre avis, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous donne la parole, Yannick. S'il fallait résumer, je dirais à la fois fragilité et remise en cause. Et s'il fallait rajouter un 3e mot, le renforcement de notre rôle. Moi, je suis dans le service public, mais je crois qu'on partage tous la même ambition. On s'est retrouvés, et ça c'était un petit peu nouveau, parce qu'on est habitué à raconter ce qui se passe, on est habitué à raconter le monde. Là, il y a une petite spécificité, c'est que nous-mêmes, nos équipes, étaient aussi impactées par le Covid. Et donc, effectivement, on était moins nombreux, on a appris à travailler à distance, ce qui n'était pas très habituel, je parle notamment de France Télévisions. Donc on a appris à travailler aussi différemment, mais surtout, mais je pense qu'on y reviendra, il y a eu un grand besoin et une demande d'information énorme. Et pour citer 2 exemples, pendant les 3-4 semaines du premier confinement, les 2 20h français, celui de TF1 et celui de France 2, additionnait chaque soir entre 15 et 20 millions de téléspectateurs. Donc ceux qui avaient dit que les grands-messes étaient un petit peu finis et que tout se passait ailleurs, il y a eu une demande et un retour à ces rendez-vous familiaux, fédérateurs, et ça a été un enseignement assez fort. Et s'il fallait résumer aussi, la télé a montré qu'elle n'était pas morte. Exact, et surtout en confinement. Cécilia, même question, la grande leçon de ces 2 dernières années pour vous? Je rejoins ce qui a été dit sur le côté l'importance de l'info. Et ça, c'est primordial parce que en fait, avant,
on était dans une espèce de période où finalement les médias avaient perdu un peu leur statut dominant. En tout cas, ils partageaient avec d'autres le fait d'être une source d'information. Et c'était chahuté, c'était une période de remise en cause très profonde pour les médias, mais qui était déjà entamée avant le Covid. Hein. Et au moment du Covid, les fake news, le besoin de se relier aux autres avec des informations fiables, ça a redonné une importance très grande aux médias de qualité, aux médias traditionnels, aussi aux marques médias dans lesquelles on a confiance, une confiance qui s'est construite dans le temps. Ça n'exclut pas les autres, hein, mais en tout cas, ça a redonné. Et les médias ayant déjà opéré ce travail, et notamment avec la crise des Gilets jaunes, il y avait déjà une remise en cause très profonde de la façon dont on travaillait. En fait, ils ont été capables de produire d'autres formats, une autre façon de faire de l'information, et notamment la question de la proximité, qui j'imagine sera aussi abordée avec la presse locale. Ça veut dire que, bien sûr, on a inventé des nouveaux formats, mais sur le fond, ce qui a traversé la façon dont on travaille, c'est la proximité, comprendre quels sont les besoins des gens, leurs besoins d'information, partir de ces besoins et en fait travailler, venir soit en... Et notamment, non seulement bien sûr produire des informations de qualité, mais aller enquêter sur les informations qui circulent au global, les fameuses fake news. C'est-à-dire que finalement, on s'est pris en main pour dire tout est information. Et dans ce monde d'information et de désinformation, le rôle du média va être le fait d'aider vraiment, d'accompagner les gens dans leur vie, de les aider à prendre des décisions, de les aider à vivre mieux. Et donc en fait, tous les médias ne sont pas serviciels, mais ils se sont mis dans une posture de mettre vraiment le lecteur, l'internaute, le spectateur, vraiment au centre de ce qu'ils produisent. Utile, comme une information utile. Monsieur Goudurier, même question. Le grand enseignement là, de ces 2 années, vous qui avez traversé ça. Donc moi, pour reprendre ce qu'ont dit mes confrères, je pense que c'est intéressant de replacer aussi ces 2 années de crise sanitaire dans une perspective plus globale, avec le fait que les médias ont perdu une forme d'exclusivité au niveau de l'information par les réseaux sociaux et qu'ils ont été amenés à se repositionner parce qu'il y a des changements de frontières. Je me souviens, il y a une dizaine d'années, une visite avec des confrères de la presse régionale. On avait été au New York Times qui commençait à réaliser sa marche fantastique vers le numérique. On avait été voir des journaux plus populaires comme le Daily News. On avait vu des sites d'information. Et il nous expliquait que d'abord le travail des journalistes allait changer profondément et qu'ils allaient d'ailleurs travailler plus. Parce qu'avant, au Wall Street Journal, me disait un rédacteur en chef, ils arrivaient à 11h du matin, on se discutait, ils allaient déjeuner, ils revenaient à 15h, conférence de rédaction, et ils commençaient à écrire à 17h. Et il m'expliquait que maintenant, il y en avait un certain nombre qui étaient sur le pont dès 7h ou 8h du matin. Et donc nous, on a commencé une mutation qui a été laborieuse, et qui en plus a été rendue nécessaire à la fois parce que on a un certain nombre de concurrents qui viennent sur notre secteur, sur nos secteurs, c'est-à-dire la proximité. La proximité devient maintenant un vecteur à la mode. Absolument. Tout le monde veut faire de la proximité, d'autant plus qu'on s'aperçoit que dans la crise de défiance que traverse la presse, il reste quand même des pôles de confiance au niveau des élus locaux, au niveau des journaux locaux. On a été moins agressés pendant la crise des Gilets jaunes que les médias nationaux, par exemple. Et puis, ça je l'avais déjà senti à New York à l'époque, les frontières changent, c'est-à-dire que tout le monde fait un peu la même chose, mais avec une antériorité et un savoir-faire qui n'est pas le même. C'est-à-dire que vous voyez aujourd'hui des sites comme France Bleu qui viennent sur notre terrain de l'information locale. Nous, on a une antériorité là-dessus, mais par contre, le fait de nous mettre à la vidéo, c'est compliqué. C'est pas notre métier traditionnel. Il faut qu'on trouve des journalistes vidéo-friendly, c'est-à-dire qui aiment ça, qui sont capables de s'y mettre, et ça suppose un profond redéploiement et une profonde réorganisation de la rédaction. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que il y a plein de choses qui ont changé. Quand j'ai démarré ma carrière, on disait c'est vrai parce que c'est écrit dans le journal. Maintenant, on est passé un peu dans l'excès inverse et il faut qu'on retrouve un juste équilibre pour faire la différence entre ce qui est effectivement réel, vérifié, sérieux et ce qui relève de la fake news. Et puis, on a
la possibilité, avec des journaux régionaux aujourd'hui, d'informer le monde. Je me souviens d'une visite à TV3 à Barcelone, où le patron de la rédaction m'avait dit « Hubert, tu vois, ici, il y a Barcelone et il y a le reste du monde. » C'est-à-dire une grande capacité des Catalans à se projeter sur le monde. Il faut dire que la TV de Catalogne, c'est presque aussi important que France 2. Bon, et que l'organisation territoriale, administrative, politique et audiovisuelle de la France n'est pas la même. On reste dans un pays très centralisé et quelque part, il y a une suractivité des journalistes à Paris. Et en province, les choses évoluent, mais ne se font pas toujours au même rythme. Donc on a vu une mutation des métiers et on a vu aussi une perte de nos ressources publicitaires parce que les GAFA nous ont quand même largement pénalisés. Nous, on a perdu presque, alors moins que la presse magazine, mais on a perdu quand même un quart de nos ressources publicitaires. On s'est diversifié, il y a eu un mouvement concomitant, c'est-à-dire qu'on est sorti des métiers de l'information. On est allé... on a racheté une start-up à Rennes qui s'appelle Région Job, qui maintenant travaille sur toute la France et qui marche bien, avec des gens formidables, mais qui nous donne quand même des revenus qui nous permettent d'amortir les crises. On s'est orienté dans l'événementiel, on a commencé à racheter la route du Rhum au Washington Group, puis on a passé un partenariat avec le Figaro sur la solitaire, on a monté des courses de vélo, le marathon de Genève, on s'est associé avec Morgane Productions pour l'organisation des Francopholies et du Printemps de Bourges. Et on a appris des métiers qui étaient complètement différents, ce qui n'est pas simple d'ailleurs pour un groupe, c'est-à-dire de changer de culture. Et tout cela en un an et demi? Tout ça, non, vous aviez commencé en ça... une décennie. Voilà, vous aviez commencé ça mais je veux avant. dire, tout est arrivé en... Si vous prenez ce qu'était le journal il y a 15 ans et aujourd'hui ce qu'est le groupe qui est à peu près le double de ce qu'était le journal il y a 15 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la manière d'exercer les métiers et sur les champs sur lesquels on se propage. Il faut dire aussi qu'on était enfermé dans des frontières géographiques territoriales à travers ce qu'on appelle le print, et qu'aujourd'hui, avec les nouveaux moyens, les nouveaux canaux, le web, on peut être accessible partout. Et que la concurrence est effrénée. Donc, si vous voulez, il y a un problème de repositionnement. Et il y a aussi, chez les Bretons en tout cas, une recherche à la fois de racines et en même temps une capacité à se projeter sur l'extérieur. La Bretagne, le sujet c'est quand même la crise sanitaire, est devenue pendant cette période une valeur refuge. On a été envahi par des touristes et aussi par des gens qui ont commencé à acheter des maisons parce que l'immobilier n'était pas très élevé. Mais alors du coup, ça suscite des problèmes de la part des gens qui habitent en Bretagne et qui considèrent que les prix de l'immobilier ont augmenté. Donc, si vous voulez, grande période de mutation pour entrer dans le détail et pour vous expliquer pourquoi dans des vieilles industries, c'est pas si simple. Et quand on s'acoquine avec de nouvelles mentalités, de nouveaux start-upers, etc., on apprend à être plus réactif et à changer, à organiser la transformation. Et Yannick, sur cette transformation, réorganisation, vous l'avez vécu, j'imagine, à France Télévisions. Oui, alors pour appuyer ce que dit Hubert, je pense que finalement, on commence à avoir un petit peu de recul, cette crise a été peut-être un accélérateur, parce qu'on était tous effectivement dans nos métiers, dans des mutations, parce que ça changeait. Alors nous, à la télé, on a d'autres préoccupations, mais enfin quand même, ça se rejoint beaucoup. Et donc je pense que cette crise a été un accélérateur d'évolution, ou dans des choses où on allait au rythme auquel peut aller une entreprise. On est allé parfois un petit peu plus vite. Et notamment, effectivement, en tant que Breton, je confirme que la Bretagne, mais d'autres régions ont été effectivement ont été vraiment des valeurs refuges. Mais c'est vrai que je pense que les médias traditionnels ont été aussi, d'une certaine manière, des valeurs refuges très fédératrices. Et ça a été dit aussi, c'est qu'on a dû sans doute aller encore plus vite sur la lutte contre les fake news, parce que la crise nous apportait des interrogations sur les traitements, sur les vaccins, sur les masques, enfin bref, sur tous les sujets qu'on connaît. Et notre rôle était de dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qu'on sait à l'instant T. C'est un rôle qu'on avait tous, évidemment,
déjà aussi engagé depuis un certain temps. Je pense que ça a été aussi un accélérateur sur nos contenus. Et je pense aussi, je parlais tout à l'heure de l'information, mais au-delà de l'information, quand par exemple sur France Télévisions, lors du premier confinement, on a diffusé des films grand public dans la journée parce que les gens étaient chez eux, avec les enfants autour, on était dans un rôle aussi de lien social parce que c'est la première fois, à part les gens qui ont vécu la guerre et qui sont encore vivants, c'est la première fois qu'on se retrouvait avec une crise telle qui vous impactait aussi, qui pouvait impacter votre santé, votre vie, et que ça rebousculait un peu certaines valeurs. Et c'est là où je pense que les médias, en général, ont eu un rôle aussi d'accompagnement social, d'accompagnement sociétal aussi, qui était important. Je dirais que c'est un rôle traditionnel, mais peut-être qu'on s'en est encore plus rendu compte si besoin en était. C'est sûr que toutes les études le montrent. Cette crise a en tout cas eu l'effet de faire monter la confiance dans les médias dits traditionnels, voire dits de confiance, les médias qu'on a toujours connus finalement. Et ça, est-ce qu'aujourd'hui, 1 an et demi après, vous le ressentez encore, ou est-ce que c'était pendant la crise et c'est reparti en termes d'audience ou en termes de... Je pense que de toute façon, il n'y a plus de position acquise. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre, mais dans toutes les industries, pas uniquement l'industrie des médias, quelque chose qui est très difficile à vivre, mais qui est aussi très stimulant. Et notamment pour les médias, il ne faut pas oublier que les gens, c'est un métier passion. Et je le défends avec vigueur, c'est-à-dire que peut-être que les journalistes se mettaient au travail tard, mais c'est vraiment un métier de passion où les gens se déploient parce qu'ils aiment l'information. Et donc cette mise en... Finalement, aujourd'hui, il n'y a plus de position que l'on tient. Donc on doit se réinventer, faire de la vidéo, faire de l'audio, apprendre sans cesse des nouveaux métiers. Toujours savoir pourquoi on le fait, parce que quelque part, il y a eu dans cette nécessité de se réinventer aussi. On a recherché des nouvelles activités, mais on a un peu tremblé sur nos bases, nous aussi, les médias, de savoir quel était vraiment notre rôle. Et je pense qu'aujourd'hui, le modèle économique s'est diversifié. C'est ce que racontait Hubert. Mais par contre, l'intention qui est pourquoi est-ce qu'on fait du média, elle s'est renforcée. On fait du média pour informer, faire du lien, garder une société, aider une société démocratique et les gens dans leur vie. C'est important quand même de le reposer parce qu'à un moment donné, je pense qu'il y a eu une sorte de doute. On a nous-mêmes douté. Après, sur cette base-là, mais en vrai, on est sans arrêt en train de se réinventer et parfois avec pas mal de pression, de prise de risque. Tous les médias, et en l'occurrence, là, je vais parler de ETX. ETX, c'est une agence, au départ, une agence de presse qui est devenue une agence qui fait du média pour les médias. Donc, on ne nous connaît pas en tant que marque, mais par contre, on incarne plein de marques médias, en vrai. Aujourd'hui, en fait, de plus en plus de médias font appel à nous parce que dans la réinvention, ils ont du mal à réinventer tous les métiers. Et pour être agile, quelque part, ils demandent à l'extérieur, mais pas comme on pourrait penser, en tout cas je le crois, ils demandent à l'extérieur des compétences qui viennent les aider dans cette transformation, qui viennent les aider à l'apprendre, à l'accélérer, à la mettre en place, à la tester, à se lancer et même à l'affirmer en allant chercher les talents qu'il leur faut parce qu'on est sans aujourd'hui dans les médias en général en transformation. Et je vous citerai un exemple qui est l'audio. Nous, évidemment, chez ETX, on travaille beaucoup sur l'audio, mais de deux façons. Les podcasts qu'on connaît, qui est encore un nouveau métier pour les médias, on va en reparler, je pense, mais aussi comment est-ce que des gens qui étaient, par exemple, les médias du print, comment est-ce qu'à partir d'un texte écrit, on arrive en fait à utiliser cette information précieuse, enquêtée, vérifiée, pour en faire aussi de l'audio. En l'occurrence, c'est de la technologie, ça transforme un texte en audio. Mais c'est aussi une façon de renforcer le travail journalistique qui a déjà été fait, parce que les médias, ils font déjà ce travail-là, et comment est-ce qu'on arrive finalement à mieux le valoriser sur d'autres formats et à profiter de cette base écrite pour le valoriser en audio. Donc c'est super intéressant, on voit comment en fait on essaye aussi de mettre la technologie au service du métier d'information. Ça oblige à se transformer, mais ça permet aussi de réutiliser un travail précieux qui a été fait sur d'autres supports. Voilà. Et toute cette transformation, ça demande des efforts humains de transformation absolument incroyables. Et moi, ça me renforce au fait aussi, j'ai une certaine finalement admiration sur la trajectoire qui n'est pas du tout finie, qui est sans cesse accomplie par les médias, qui est une trajectoire de transformation permanente. Oui, sur les contenus, effectivement, alors
j'ai l'impression, alors, en un an et demi, que vous vous êtes complètement réinventé, quel que soit le format, hein, que ce soit TV, radio, évidemment presse et web. Vous aviez entamé votre transformation digitale, par exemple, au Telegram. Vous êtes en mode paywall, c'est ça, si je vois bien sur le web, parce que toutes ces grosses audiences, finalement, je vois que les médias créent des contenus, font des podcasts, des vidéos, mais au final, est-ce que les médias ont trouvé des nouvelles façons de monétiser un petit peu ces nouveaux formats? Comment vous faites, vous, au Telegram? Alors, la grande difficulté pour la presse écrite, c'est qu'elle a l'habitude de se faire payer. C'est pas le cas de la télévision. Et donc, on a des abonnements, mais des abonnements sur le print. On a la chance au Telegram d'avoir beaucoup d'abonnés, comme des journaux dans l'Est de la France. Donc, on a un matelas d'abonnés, mais en même temps, il faut aller chercher des abonnés numériques et c'est plus difficile parce qu'on a une population, nous, qui n'est pas très jeune, il faut le reconnaître. Et que donc, il faut essayer d'attirer les jeunes vers des nouveaux modes d'information. C'est vrai que le Washington Post fait un truc fabuleux qui s'appelle TikTok. Tout le monde n'est pas capable d'être le Washington Post et tout le monde n'est pas capable d'investir, comme l'a fait Jeff Bezos, autant d'argent dans la technologie, parce que malgré tout, la nouveauté, c'est qu'il faut à la fois proposer des nouveaux contenus, mais il y a une part d'investissement technologique qui est très importante. Ce qu'il y a aussi, c'est que nous, on a appris à enquêter plus en profondeur. D'abord, je crois que mais le boom des audiences digitales, vous ne l'avez pas nécessairement ressenti? Si. On a connu, mais le problème de la presse régionale, c'était que par rapport à la presse nationale, les amplitudes sont moins fortes parce qu'il y a une espèce d'atavisme, d'habitude, qui fait que les gens sont très fidèles, mais les choses évoluent moins vite. Il y a une espèce de permanence de la province, même si petit à petit on essaie de conquérir de nouveaux territoires. On a aussi appris à enquêter plus qu'on le faisait avant. On avait une organisation de la rédaction qui était quand même assez verticale, un peu avec une géographie. L'organisation de la presse régionale, c'est un peu napoléonien, vous voyez, des préfectures, des sous-préfectures, des bureaux détachés, etc. On a recréé des poules de reporters, on a essayé d'avoir comment dirais-je, faire une convergence entre la vidéo produite par le journal et la vidéo produite par la télé, etc. On a enquêté aussi, parce que tout le monde ne savait pas ce que c'était que cette crise sanitaire. On avait beaucoup d'interrogations, et je crois que dans toutes les rédactions, on a tous appris et essayé d'examiner et de comprendre les contours du coronavirus. On a fait beaucoup de pas sur la crise sanitaire, à un moment donné, jusqu'à saturation, quoi. On en avait marre. On ne parlait plus que de ça. Et moi, je disais, mais faites chier avec faites-moi des unes sur, je sais pas, Biden, la campagne américaine, sortez un peu du coronavirus matin, midi, soir. Alors, si je peux me On permettre... disait à un moment donné, on écoute. Au début, il y a eu des hausses d'audience, mais à la fin, je crois qu'il y avait des gens qui décrochaient. C'était historique. Chez Cision, on a veillé tous les médias du monde pour savoir justement ce qu'on appelle le taux de pression médiatique de la Covid-19. À son pic, c'est allé jusqu'à 68% de la presse quotidienne nationale, mais dans tous les pays, qui parlaient de ça. Ça n'était jamais arrivé. En France, c'était arrivé une fois et pendant 3 jours, c'était pendant mai 68. Sinon, aucune guerre, aucune élection, aucun événement n'a atteint ce taux de pression médiatique, et encore moins aussi longtemps. C'est devenu obsessionnel. C'était effectivement... Et c'était trop. Oui, à un moment donné, c'était trop, et puis... je pense que c'était largement guidé par la peur, en fait. Tous nos comportements se sont inscrits dans une logique de peur et d'appréhension du virus. Alors on a aussi appris à travailler différemment, notamment le télétravail s'est répandu. D'abord on a appris à faire des conférences de rédaction avec des masques. Bon, même pas le genre des salles de rédaction, mais on s'y est mis. Et puis on a installé beaucoup de journalistes à l'extérieur. Ça, je dois dire qu'ils travaillaient chez eux et ça c'est plus naturel chez nous. Finalement, tout le monde n'est pas toujours obligé d'être au bureau en même moment, etc. Il y a plutôt les chefs, mais tous les reporters, tous ceux qui travaillent à distance, c'est assez naturel dans la profession. On a remis des journalistes à l'écriture, on a un peu réduit le nombre des secrétaires d'édition pour avoir des journalistes qui enquêtent, qui écrivent plus, parce qu'il fallait fournir du contenu. On faisait souvent 10 pages sur le coronavirus tous les matins, donc il fallait quand même des journalistes qui se sont découverts un peu finalement. Je sais que parfois on le dit avec dérision et critique, mais
Ils se sont découverts un peu journalistes médicaux. Hein. Alors pour le meilleur et pour le pire. Hein. Bon, à un moment donné, nos télévisions étaient seules sur le terrain, d'ailleurs, au tout début de la crise. Et elles ont continué à tourner. Et puis, on a joué un rôle effectivement serviciel, ne serait-ce qu'au début, qu'en mettant dans le journal les autorisations de... On a un peu oublié ce que c'était. Hein. Oui, Maintenant, on parle de passe sanitaire, mais les autorisations de sortie, quand vous aviez le droit de sortir 2 heures, etc. Bon, ça, c'est des trucs qui sont assez pratiques sur le papier. On a joué un rôle aussi pour favoriser les banques alimentaires et un certain nombre de... Parce qu'on est quand même à un carrefour où on joue un rôle à la fois d'information, mais on participe aussi du développement régional et de l'écosystème local. Donc ça a été une période où on voit que finalement l'être humain s'adapte à tout. Et finalement, on a vu naître, en tout cas on peut les observer facilement au niveau régional, et des attitudes de solidarité extrêmement sympathiques qui tranchent avec d'autres comportements qui parfois sont plus détestables. Mais là, c'était plutôt encourageant sur la nature humaine. Et Yannick Le Tranchant, oui, je voulais... Monsieur Coudurier parlait un peu de réorganisation, d'essayer peut-être de travailler plus collaboratif, d'avoir moins de silos, moins de verticalité. C'est un petit peu tout l'objet de votre poste. Je voulais un petit peu revenir sur votre métier. Donc, directeur des opérations spéciales de l'information et des antennes de France Télévisions. Ça a 1 an. Est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement ce que c'est, et est-ce que ça vient de cette crise sanitaire? C'était préparé avant, et quel est l'enjeu? Alors ça a été à la fois une opportunité, parce que moi je viens de l'information, hein, j'étais notamment le patron de l'info pendant ce premier confinement-là, jusqu'en septembre, il y a 1 an. Et c'est vrai que la manière dont on travaille a pu changer, et il y avait une vraie demande et une vraie envie chez nous de transversaliser un petit peu plus les choses. Hubert en parlait sur l'organisation des rédactions. Alors nous, on avait déjà fait la fusion des ex-rédactions de France 3 National, ex-rédactions de France 2. Donc on avait fait cette fusion-là pour en faire une rédaction nationale forte, puissante. Mais je pense qu'il y avait besoin de travailler encore plus entre direction et unité du groupe. Et je ne dis pas qu'elles ne travaillaient pas du tout ensemble, mais il fallait essayer d'aller encore plus loin. Et donc moi, mon rôle sur un événement, sur quelque chose, c'est de dire, en les réunissant ensemble, même en visio, donc ce n'est pas toujours très commode, mais j'avoue que sur certaines réunions, ça cadre plus et ça va plus vite. Et que parfois, dans une visio d'1 heure, on est beaucoup plus efficace que dans une réunion où on peut parfois un peu bavarder, un peu traînasser, et qui peut prendre en gros 2 heures. Donc c'est le côté un peu positif parfois d'une visio, même si ça devient effectivement assez pesant au fil du temps, mais de dire par exemple sur un événement, qu'est-ce que les docs proposent, qu'est-ce que la fiction propose, qu'est-ce que les divertissements proposent, qu'est-ce que l'info propose, qu'est-ce que le réseau régional de France 3 propose, qu'est-ce que l'outre-mer propose, à la fois sur les antennes. Le digital aussi est une composante très très importante aussi, on n'a pas parlé à France Télévisions. Et je cite un exemple, par exemple en février-mars dernier, il n'y a pas de salon de l'agriculture pour des raisons sanitaires. Arrive en diffusion à peu près à ce moment-là un superbe documentaire qui s'appelle Nous paysans, qui retrace un siècle d'histoire de l'agriculture française, qui est très humain, qui est très fort. Et du coup, on propose, ben voilà, il n'y a pas de salon de l'agriculture, et ben pendant 15 jours, on monte une opération France Télévisions transverse sur toutes nos antennes, toutes nos offres, qu'on appelle Nous paysans, du nom du doc, avec l'autorisation du producteur et du réalisateur, et on dit à toutes les directions, qu'est-ce que vous proposez autour de l'agriculture? Et on a joué ce rôle-là. Donc ça rejoint un peu ce qu'on disait aussi sur ce lien social, retisser aussi les choses. Donc on s'est, non pas substitué au salon de l'agriculture, ce serait ambitieux, ce serait même assez prétentieux, mais de dire comment
on peut parler de cette problématique-là. Il n'y a pas de salon, qui est un gros rendez-vous. Hein. C'est un rendez-vous évidemment très important pour la presse écrite. C'est un rendez-vous très important pour France Télévisions parce qu'on fait beaucoup d'émissions sur le salon et on a transformé nos antennes sur France 5, sur France 4, sur France 2, sur France 3, en Outre-mer. Le digital, sur le grand salon de l'agriculture, il est un peu chez nous. Voilà. Donc ça, c'est peut-être une leçon qu'on a pu aussi tirer aussi. Comment on peut se substituer, comment on peut organiser ça. Il y a des choses qu'on fait aussi, par exemple là, sur des anniversaires, la naissance de Flaubert, à la fin de l'année, Molière, etc., etc. C'est de réunir tout le monde autour d'une même table, fût-elle virtuelle, pour dire, voilà, France Télévisions veut aller sur cette opération-là, c'est important, qu'est-ce que vous proposez ? Voilà. Et vous avez un calendrier éditorial justement des grands thèmes que vous allez aborder dans l'année. Je parle pour mes clients attachés de presse qui veulent savoir, mais quand est-ce que... Il est fluctuant parce qu'il faut qu'on puisse être aussi très, 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 très réactif. Mais je vous parlais de Molière, on a fait La Fontaine. Il y a eu le 14 juillet, autour du 14 juillet, sur les valeurs de la République, parce que c'était important aussi pour nous. Il y aura la panthéonisation de Joséphine Baker, ça dit beaucoup de choses et ça véhicule beaucoup de choses dans notre pays. Je ne peux pas tout vous citer parce qu'il y a des choses un peu stratégiques, donc je ne peux pas livrer ça devant 5000 personnes qui nous regardent, donc je suis extrêmement prudent. Mais oui, l'idée c'est de se projeter le plus loin possible. On nous reproche parfois d'être un peu trop dans l'immédiateté et la spontanéité. L'idée c'est de se projeter et de mettre toute la force du groupe France Télévisions dans une opération, dans un événement. Et ça marche plutôt pas mal. Au niveau des contenus, Cécilia, donc vous avez un perchoir du coup assez en hauteur, puisque vos clients sont des médias et vous commandent du contenu. C'est quoi les contenus qu'on finalement le mieux marché et qu'on continue à vous commander? Donc, vous nous avez dit le podcast, mais y en a-t-il d'autres? Et au contraire, y avait-il finalement des formats ou des contenus qu'on a fait pendant un an et puis qu'on a abandonné? Les newsletters, vous faites aussi. Qu'est-ce qui est Alors, c'est un peu... alors, évidemment, chaque cas est un cas, donc... mais les newsletters... en l'occurrence, comme vous savez, il y a eu en fait un grand boom des newsletters parce que finalement le mail reste un point de contact alors qu'on est très surchargé. On traverse tous nos mails à un moment. Donc potentiellement la newsletter est un média qui reste intéressant pour fidéliser. Maintenant c'est un boulot en soi. Dans la newsletter, c'est pas simplement relayer ce qui a déjà été fait ailleurs, les contenus, et on les met dans la newsletter et on les envoie. C'est qu'en soi ça devient une forme de publication. C'est-à-dire qu'il faut concevoir que tous les points de contact, comme on dit en fait, avec les gens, avec les lecteurs, avec les internautes, en fait, tous ces points de contact sont médias. Il n'y a plus c'est pas simplement un réseau de distribution d'un contenu, mais c'est lui-même, l'endroit est un média, avec son mode d'expression. Donc la newsletter est un média. Donc nous, on fait ça parce qu'on fait beaucoup en fait, de newsletters audio, comme je vous disais, c'est-à-dire que finalement, c'est des newsletters qu'on écoute, les gens n'ont plus le temps. Donc une des caractéristiques aussi de cette période, c'est qu'on a pensé que les gens allaient arrêter d'écouter des podcasts parce qu'ils ne faisaient plus de trajet. Ça a baissé au départ quand il y a eu les confinements. Et puis c'est remonté parce que c'est devenu cette façon d'écouter de l'audio quand je veux. En fait, c'est devenu nos vies, c'est-à-dire c'est de l'audio d'accompagnement. Je fais quelque chose d'autre en même temps. Je suis à vélo, je marche, je travaille, j'étends ma lessive et en fait, j'écoute de l'audio. Et c'est le corollaire du portable. J'ai toujours mes petites oreillettes, donc je peux écouter de l'audio. Donc il y a eu beaucoup de développement de l'audio, dont des newsletters audio. Parce qu'on se rend compte en fait qu'elles permettent de gagner du temps aux gens. On les écoute plutôt qu'on les lit. Donc il y a eu ce format-là. Il y a eu un deuxième format. Nous, au départ, on fait du texte. Le format traditionnel de l'agence de presse, c'est du texte. Le texte n'est pas mort, loin de là, parce que le texte est extrêmement efficace. C'est rapide, c'est percutant, on a son info, donc le texte est loin d'être mort. Et aujourd'hui, le digital, globalement, une grosse partie du digital, c'est du texte. Donc le texte n'est pas du tout mort. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une structuration, et je dirais c'est plutôt du texte adapté à l'écran du portable. C'est-à-dire que c'est aussi dans les façons d'écrire, dans les dans tous les repères visuels qui vont avec ce texte, qui fait que ça devient en fait un texte qu'on peut lire facilement
sur un portable. Et ça, en fait, ça date pas de l'épidémie, mais ça s'est accéléré. Comme on consulte de plus en plus sur son mobile, en fait, la question en fait, de comment on visualise ce texte s'est accélérée. Mais aujourd'hui, il y a d'énormes stratégies autour de l'audience, de toutes les marques médias. Pas l'audience comme on faisait au début. Au début, quand on a découvert l'audience Internet, on en voulait le plus possible. Il fallait remplir un centre commercial de gens et on trouvait que c'était bien. C'était aussi la façon dont Médiamétrie mesure l'audience. C'est-à-dire finalement, elle mesure des gens qui passaient et non pas les gens qui reviennent. Or, pour un média, les gens les plus importants, c'est ceux qui reviennent. Ce n'est pas ceux qui passaient, c'est ceux qui vous ont découvert, qui vous aiment et qui reviennent. Donc aujourd'hui, il y a en fait des besoins de contenu pour créer, pour toucher des gens nouveaux sur leur centre d'intérêt, pour les sensibiliser à ce que vous faites, ce que vous êtes et les amener à revenir. Ce n'est pas simplement du contenu sensationnaliste quelque part qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un a cliqué. C'est que quelqu'un qui a cliqué, ce contenu devait être suffisamment intéressant pour qu'il ait envie de revenir. Donc en fait, on fait toujours beaucoup de contenu texte parce que en fait, c'est la base aujourd'hui de le digital, c'est du texte. Donc on en fait toujours beaucoup. Il y a bien sûr la vidéo avec une accélération, comme vous voyez, ça s'est TikTokisé. C'est-à-dire qu'avant, il fallait que ça soit intéressant dans les 5 premières secondes. Maintenant, c'est dans les 2 premières secondes. Donc, c'est tout ce que vous connaissez sur les vidéos incarnées, les visages, la scénarisation. Mais pendant qu'on a ces vidéos hyper rapides, on a aussi tout le développement de la série et de la série d'informations à la Netflix. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles formes journalistiques qui se développent, qui sont en fait des formes longues. Donc, ça ne va pas que dans un sens. Ce que je veux dire, c'est que par contre, c'est vrai qu'on est quand même toujours dans une énorme bataille pour l'attention. Une bataille de l'attention et qu'aujourd'hui, en fait, on essaye de faire des contenus qui attirent l'attention, mais qui, pas inutilement, qui ne la gaspillent pas, mais qui la retiennent, qui l'attirent et qui la retiennent. Mais ça peut prendre plein de formats. Et sur l'audio, pour vous dire, ça, c'était le pendant de la crise probablement, c'est qu'on a saturé des écrans. On a été tout le temps sur des écrans, tout le temps. On travaille sur des écrans en permanence, etc. Et donc, en fait, l'audio est aussi arrivé comme une forme de détente mentale. Les yeux sont épuisés. Et en fait, l'audio libère l'imaginaire. Donc, il y a eu une grosse demande autour de l'audio, en général. Est-ce que c'est une aubaine pour les médias et finalement pour les journalistes que cette crise a fait que vous comptez un petit peu moins sur la publicité parce que vous disiez fragile comme mot au début de ce débat. On s'est rendu compte que la publicité du jour au lendemain, ça peut s'arrêter finalement. Et du coup, c'est ma sensation, les médias se disent on va compter sur justement l'abonnement, sur nos fidèles, donc de l'information qui est de qualité pour que les gens reviennent. Parce qu'avant, on voulait beaucoup d'audience, parce que plus d'audience, d'ailleurs, ça c'est pas vraiment passé comme ça, mais plus de publicité. On veut beaucoup d'audience. Et ou est-ce que c'est une aubaine pour pas l'ennemi de l'abonnement, en fait. Oui. Mais ça évite des travers qu'on a pu voir de certains médias qui étaient peut-être. Si vous regardez la presse américaine, la presse régionale américaine est morte en grande partie parce qu'elle avait 80% de ses ressources qui étaient la publicité. Alors qu'au fin fond de la Bretagne, où les gens sont pauvres et misérables, et où les recettes publicitaires sont très fidèles, le matin au petit déjeuner. Donc finalement, on a moins souffert que ceux qui étaient trop riches et gras. Et finalement, on a pu survivre. Maintenant, ce qui se passe aussi, c'est que deux petites choses qui se sont beaucoup développées pour nous et comme pour tout le monde, c'est à la fois les duplex. Moi, je fais une petite émission qui s'appelle L'Invité, un truc très banal, très classique. Mais avant, j'étais obligé de faire venir des gens en studio de Brest, Lorient, Saint-Brieuc, etc. Puis au bout d'un certain temps, j'épuisais un peu mon vivier, quoi. C'était un peu toujours les mêmes. Et là, maintenant, avec ces fameux duplex qu'on peut faire de Singapour, alors il y a pas mal d'expatriés bretons, mais il n'y a pas que ça. On peut interviewer des gens dans le monde entier. Et finalement, ça décomplexe. Et c'est une bonne chose pour les journalistes. Ensuite, les visios, pour une profession comme la nôtre, qui est quand même un peu répartie sur le territoire, mais qui a du mal à s'unifier, parce qu'on n'est pas comme France 3, nous, il n'y a pas une direction unique et bien organisée en arborescence. C'est une succession de petits groupes et de baronnies. On a découvert la visio, la possibilité de parler avec Patrick Van Ries à Bordeaux, avec Jean-Nicolas Bailey à Toulouse. Et on a monté un truc qui s'appelle Territoire TV,
qui est un regroupement de 4 groupes de presse, Sud-Ouest, Télégramme, Voix du Nord et La Nouvelle République, auquel vient de se joindre le groupe EBRA, qui est un grand groupe de presse de l'Est de la France. Donc on a la façade atlantique et la façade Est. Et on commence à produire des émissions. Là, on en a une qui s'appelle Extra Local, qui a reçu Valérie Pécresse la semaine dernière. On est associé à Public Sénat. On fait la prochaine vendredi avec Bruno Le Maire. Je vous incite à la regarder. Je fais ma pub. Et on a appris aussi, on a réussi à créer une régie commune, parce qu'on était parti sur un réseau une régie qui s'est cassée la figure, qui s'appelait VIA, et on a raccroché une régie, une filiale à notre régie. La presse régionale a mis longtemps à s'unir, mais c'est comme un diesel au fil du temps. Vous voulez dire que le confinement a poussé les gens à collaborer, c'est quand même incroyable. À la solidarité et à rationaliser nos moyens et à se parler plus finalement. Alors c'est vrai que les visioconférences, ça peut être un peu pénible à la longue, mais c'est quand même aussi assez pratique, ça évite de faire des déplacements. Et puis alors surtout, je crois que nous, on doit, maintenant qu'on essaie d'être sur plusieurs canaux, mais qu'on ne maîtrise pas tous très bien, on apprend non seulement à ordonner et à distribuer notre production, mais je crois qu'on a compris, et peut-être avec un peu de retard par rapport à d'autres, mais à quel point c'était important d'investir dans les contenus. Parce que finalement, notre concurrent aujourd'hui, c'est nous, le petit Télégramme, ça n'est pas le gros Ouest France, c'est le très gros Netflix. Et quand on voit la richesse des contenus de Netflix qui sont capables de faire des productions non seulement des États-Unis, mais d'Amérique latine, d'Inde, etc., c'est d'une richesse absolue avec un abonnement à 7 ou 8 euros. Et donc, c'est un concurrent redoutable pour tout le monde et pour nous en particulier. Alors, ça ne nous empêche pas de passer des accords avec Salto, puisqu'on avait commencé à discuter. Et je crois que là aussi, il y a une espèce de solidarité qui se crée entre les médias pour essayer de trouver des complémentarités et de se tenir les coudes entre petits Français face à la concurrence américaine. Et on a des partenariats qui se développent et qui se mettent en place progressivement. Mais il faut optimiser la ressource et puis il faut apprendre à savoir raconter des histoires du mieux possible, parce que finalement, au final, c'est quand même ça qui crée de l'audience. Ouais. Et l'audience, je le répète, n'est pas l'ennemi de l'abonnement. Bien compris. Mais si je peux préciser quelque chose, c'est que cette crise aussi nous a amené à nous exprimer sur de nouveaux médias, non pas pour faire les malins, mais par exemple on est allé aussi sur TikTok parce qu'on touchait une autre clientèle avec un public un petit peu plus jeune. Je ne sais pas si vous avez vu, Samuel Etienne a fait des émissions sur Twitch, donc avec une communauté très, c'est pas trop mon monde historiquement, mais une communauté très fidèle, très importante, avec là aussi des questions avec Damien Mascret, notre médecin journaliste, que vous voyez beaucoup sur nos antennes depuis cette crise, qui vient du Figaro et qui est maintenant France Télévisions, un type super, et il a répondu aussi sur Twitch. Ils ont fait des sessions pour répondre aux questions. Donc, parce que, donc effectivement, la proximité, c'est une évidence pour Hubert, pour France Bleu, pour France 3 aussi chez nous à France Télévisions. C'est vrai que pour les médias nationaux, la proximité, c'est plus compliqué, c'est plus éloigné. Et la télé, c'est moins facile que la radio, où on fait un téléphone, etc. Mais cette crise nous a montré que la proximité, que les moyens d'aller vers cette proximité-là étaient très importants. Donc peut-être que la télé est allée un peu plus vers ça aussi. Par exemple, et c'est passé par le digital avec le hashtag On vous répond, qui est devenu une rubrique dans le journal de 20 heures aussi. Et qui continue. Hier, je l'ai vu, ça parlait assurance, donc rien à voir. Que j'ai lancé quand j'étais le patron de l'Info avec les équipes qui ont travaillé dessus. Et c'était On vous répond, c'est-à-dire vous posez vos questions de tous les jours. Là, c'était lié au virus à l'origine. Est-ce que je peux faire ci ou ça? Si je me vaccine, est-ce que... Bon, voilà, première injection, etc. Donc, lorsque c'est arrivé, donc on était à la fois dans une demande d'information, une demande servicielle aussi d'information d'une certaine manière, et ce type d'expression-là nous a fait sans doute aller plus vite, parce que je pense qu'on y serait arrivé. On a mis ça en place beaucoup plus vite, et parce que pour nous, on répondait donc à une demande. Et c'est vrai que quand on a, entre les deux JT, TF1 et France 2, 15-20 millions de personnes, évidemment, on les a un peu reperdus là. On est revenu à des scores plutôt habituels, mais il y a des gens qui sont venus nous voir
à un moment, on leur a proposé des choses, et l'idée aussi, ils sont passés, l'idée c'est qu'ils reviennent aussi, ou ceux qui n'étaient pas coutumiers des JT, parce qu'ils ne regardaient plus le 20h, parce qu'ils s'informaient autrement, on a pu en garder un peu, parce qu'ils ont vu ce qu'on pouvait faire. Et ça, c'était important aussi, de regagner effectivement cette confiance-là, à une époque où la presse était quand même assez secouée. On l'est toujours, on est remis en cause, voilà. Donc moi on me dit souvent, mais est-ce que c'est les politiques qui vous disent en gros ce qu'il faut dire? Est-ce que vous êtes à la botte d'œuf? Ah bon, on entend encore des choses évidemment aussi comme ça. On peut lire et entendre mais n'importe quoi avec des infox, avec un aplomb absolument incroyable. Notre rôle justement, c'est l'explication, l'investigation aussi, comme le disait aussi Hubert. Ça sans doute, on en faisait aussi beaucoup chez nous, mais on a sans doute réappuyé ça. C'est-à-dire on est revenu aussi un peu à nos fondamentaux. C'est le décryptage, c'est l'explication, c'est l'investigation, c'est l'enquête, et de dire, voilà, on l'a fait pour vous, c'est notre job, et on le fait pour vous expliquer. Voilà. Allez-y, je vous en prie. C'était pour... je continuais et je répondais en même temps à la question de tout à l'heure, qui était aussi sur est-ce qu'il y a des sujets en particulier qui intéressent plus, etc. Je voudrais revenir là-dessus. Tout sujet est intéressant quand il est bien traité, ça c'est vraiment important de s'en souvenir. Mais il y a eu effectivement une demande nouvelle, accentuée, qu'on connaît tous, pour, je dirais, l'environnement au sens large, l'environnement comme mode de vie. Pas simplement comme l'environnement, les questions environnementales, attention, questions environnementales, comme une sorte de chose essentialisée, mais plutôt comme mon environnement, mon rapport, mon mode de vie, nouveau mode de vie, etc. On est passé sur des questions, même la question du genre, dans un autre genre, en fait, c'est devenu finalement des questions non pas des questions théoriques, mais des questions de comment je vis. Et comment ces questions-là viennent me percuter dans ma vie, comment je les exprime, comment elles se traduisent. Et donc ça, il y a beaucoup, évidemment, nous, on s'est tous mis, et toutes les rédactions, quelque part, ont investi des champs nouveaux, de lutte, de revendication, d'identité, et de modes de vie nouveaux, d'usage. Ça évolue très vite. C'est pas facile parce que c'est hyper passionnant, mais c'est aussi un peu abrasif. Il y a pas mal de sujets conflictuels. En fait, d'ailleurs, la population n'est pas homogène, donc il y a des modes de vie qui s'entrechoquent aussi. Donc ces sujets-là sont nouveaux, on les explore, et se repose pour les journalistes la question de la légitimité, c'est-à-dire que finalement les publics posent la question de qui es-tu toi pour me parler d'environnement? Qui es-tu toi pour me parler de questions sur les femmes? Qui es-tu toi? Tout ce qu'on voit aujourd'hui, et qui sont des nouvelles questions qui est d'où je parle, d'où j'en parle. Alors moi j'ai plutôt une réponse la question c'est pas qui en parle, c'est comment, avec quelle méthodologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la capacité à produire de l'information, il faut s'efforcer effectivement de varier les angles, de les documenter, d'approfondir. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il faille être noir pour parler des noirs, pour le dire comme ça. En revanche, qu'on ait besoin de diversité au sein des rédactions pour avoir un regard divers sur l'ensemble des sujets. Et pas simplement je t'attribue un sujet, mais un regard divers sur l'ensemble des sujets, ça c'est devenu une très grande nécessité. Et ensuite, dans ma façon de traiter les sujets, m'interroger moi-même sur mon œil, ma projection, parce que ça change, parce qu'il y a des effets générationnels, il y a des effets de groupe. Ça devient de plus en plus important parce que les internautes nous demandent comment est-ce qu'on a travaillé ces sujets. En quelque sorte, voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a une demande pour plus de transparence dans la fabrication de l'info. Donc c'est vrai qu'on peut à terme aboutir. Je pense que c'est dans toutes les industries, de la transparence. On peut être amené à filmer des conférences de rédaction pour expliquer comment les choix se font. Il y a un livre qui est sorti sur l'archipel français. On a découvert finalement qu'on était une société fragmentée ou qu'un assemblage de petites communautés, alors qu'avant on avait un discours qui était globalisant. Et donc aujourd'hui on vit dans une espèce de cacophonie parce que tout le monde est mis un peu au même niveau et qu'il n'y a plus tellement de sachants, et puis même ceux qui ne savent pas se croient tout à fait légitimes à donner leur point de vue. Et donc la difficulté c'est d'essayer de donner un peu de sens, c'est d'essayer de remettre un peu les choses en perspective et de penser que le discours de la raison finira par prévaloir, en faisant attention aussi à ce que ça ne soit pas toujours ceux qui crient le plus fort qui aient raison. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur dans les médias d'affronter
d'affronter cette contradiction, cette réalité qui peut être parfois violente, parce que on a des gens qui ne nous comprennent pas et qui veulent nous combattre. Et il y a une notion peut-être de courage à réintroduire dans les médias. On a la chance quand même de vivre dans un pays en paix. J'ai connu des confrères journalistes, notamment en Colombie, du temps d'Alex Lutador, qui eux, se faisaient plastiquer régulièrement. Il y a à un moment donné, chez les journalistes, une nécessité de défendre leurs convictions et de défendre la démocratie. On va voir ce que va donner cette campagne présidentielle. Est-ce qu'elle sera violente ou pas? Ça commence avec, elle a bien démarré déjà. Ça commence ce soir avec la une de Paris Match sur M. Zemmour en vacances. On va voir ce que ça nous réserve. Mais je pense qu'il faut que les journalistes n'aient pas peur d'affirmer leurs convictions et de dire d'où ils parlent et de défendre aussi ce à quoi ils croient. En vous entendant, notamment sur ces nouveaux formats où vous êtes allé chercher les questions des gens finalement et répondre, à faire de l'information utile, est-ce que finalement cette crise, quelque part, ça ne vous a pas permis de vous dire que vous aviez oublié un peu parfois vos lecteurs ou vos auditeurs, que vous ne répondiez pas nécessairement aux questions qui se posaient au quotidien? Et que ça, vous les écoutez davantage aujourd'hui et ça, vous allez le garder? Alors sans doute que, non pas qu'on parlait à leur place, ce serait faux de le dire, mais je pense que parce que les journalistes, les médias eux-mêmes étaient impactés par cette crise-là, puisque c'était quand même une crise sanitaire où on risquait sa vie, enfin on la risque encore, moins sans doute, mais on la risque encore. Il y avait peut-être, ça a peut-être entraîné cette sensation de redescendre aussi un petit peu. C'est revenu à hauteur d'homme. Oui, c'est un fait. Je ne dis pas que ça ne se faisait pas. Nos reporters sur le terrain, ils font ça chaque jour. Ils sont avec les gens. Ils sont sur le terrain. Mais peut-être que dans les états-majors, dont je fais partie, hein, très très clairement, ça nous a peut-être ramené un peu sur terre, un peu les pieds sur terre, et tant mieux. Après, effectivement, c'est la vraie question, qu'est-ce qu'on en retient? Alors, on en a parlé, on en parle depuis une heure sur ce qu'on retient, parce que, et c'est en ça où je parle d'une fragilité, à la fois la fragilité de la vie, la fragilité de nos structures, mais il y a aussi, souvenez-vous, on disait, bon voilà, il y aura un avant, il y aura un après, par exemple, sur la consommation, sur les circuits courts, qu'on a pu voir, ils sont en train de se rallonger hein, quand même, parce qu'il y a un moment, le pouvoir d'achat est là et que parfois, c'est vrai qu'aller au supermarché, ça coûte quand même un peu moins cher que le circuit court aussi parfois, et que ces habitudes de consommation, on se dit, bon voilà, ça va perdurer peut-être après cette crise, c'est en train de se rééquilibrer. Donc c'est pas forcément ce qui peut se passer. À charge pour nous, de faire en sorte que dans nos organisations, mais aussi dans notre rapport au public, au pluriel, on en retienne aussi les leçons. Et par exemple, nous, à France Télévisions, on est très attentifs justement à cette proximité-là, de rester à hauteur d'homme, et je rejoins ce que disait Hubert aussi sur les convictions, sur le renforcement de notre rôle. On est dans une démocratie, effectivement, dans un pays en paix, et on a sans doute un rôle, et on l'aura évidemment, et on l'a déjà, et on l'aura encore plus dans cette campagne, un rôle de dire les choses, d'assumer aussi les choses, et là aussi sur les fake news, parce qu'on lit déjà et on entend tout et n'importe quoi sur un certain nombre de choses, donc cette campagne va aussi nous obliger encore plus à dire, voilà, ça c'est vrai, il a dit ça, il n'a pas dit ça, il était contre, il était pour, etc., en gros, qu'on fasse notre job, quoi. Voilà. Et vous ne pensez pas que ça mène à finalement n'avoir plus que des médias d'opinion, finalement, si tous les journalistes... Non, parce que, je ne vais pas parler à la place, évidemment, d'Hubert, c'est pas parce qu'on défend des convictions et qu'on a une certaine forme de courage que c'est du militantisme, c'est pas la même chose, mais de réaffirmer certains principes, voilà. Certaines valeurs. Et il y a des choses... C'est faux, c'est faux. Alors, on voit bien dans les débats, on assène et toutes des choses. Vous avez dit que... donc ça, si personne ne dit à un moment, non, stop,
Là, il y a 3 ans, vous avez dit que, vous avez écrit ça, dans votre bouquin, vous aviez dit que. Alors, la personne peut avoir changé d'avis, peut avoir aussi évolué, c'est pas un problème, mais c'est notre rôle de resituer, de replacer les choses. C'est en ça où et d'appeler un mensonge, parce que oui. maintenant, j'entends de plus en plus ce fameux mot de vérité alternative. Enfin, c'est très étonnant. On le voit bien sur les pro-vaccins ou les anti-vaccins. On a fait des sujets donc aussi là-dessus. On a fait intervenir des spécialistes aussi en plateau et notre médecin. Il y a des contre-vérités sur les vaccins qui sont aberrantes. Et donc à un moment, il faut dire non. Voilà, médicalement, scientifiquement, voilà la réponse, voilà ce qu'on peut dire, etc. Et quand on ne sait pas, il faut dire on ne sait pas. Et que parfois, justement pour revenir sur ce qu'on peut en tirer, peut-être que parfois on a répondu alors qu'on était sans savoir et que c'est pas honteux de dire à l'instant T, je ne sais pas, mais on va faire notre boulot et on va vous dire, on va vous répondre. C'est ce qui permettra la confiance, justement. C'est sûr, parce que, c'est sûr. Oui. Alors, il y a aussi une dimension économique, c'est que on apprend à maîtriser de mieux en mieux nos inventaires, à faire vivre des communautés de lecteurs. Et ça, c'est pas non plus complètement détaché du contexte économique, d'avoir des datas pour pouvoir vendre de la publicité, parce qu'on en revient toujours là. Et ce que je trouve intéressant là, au niveau des convictions, c'est de se dire, dans le fond, on a vécu pendant 2 ans une crise sanitaire, on s'est imposé des restrictions, et on l'a fait, l'État a joué un rôle, il a nationalisé l'économie, il a imposé des mesures restrictives, sur lesquels d'ailleurs s'indignent les anti-vax, parce que quelque part c'est aussi la privation de liberté qui est leur argument majeur. Est-ce qu'on serait capable, sur le climat, dans la mesure où l'échéance est un peu plus lointaine, mais pas si lointaine que ça, de prendre des mesures restrictives, fortes, se dire après tout, allez, tous les week-ends, il n'y a plus de voitures qui circulent dans Paris. Bon, je vois bien que Anne Hidalgo fait un travail en la matière, peut-être précurseur, mais est-ce qu'on serait capable de s'imposer consciemment des mesures et d'avoir des médias qui encouragent à ça? C'est à mon avis un des défis de l'avenir, parce que le climat, aujourd'hui, c'est quand même un des sujets majeurs. Mais il y avait traditionnellement, les médias ont porté des causes. C'est pas la même chose que des médias d'opinion. Les médias ont porté des causes, et c'est intéressant pour un média de porter des causes. Après, en ce moment, on voit aussi l'explosion du média de clash, du média d'opinion, et parce que c'est un peu les arènes, et il y a un certain goût pour le sang dans le public aussi. Mais par contre, sur les causes, je reviendrai là. Moi, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que je pense que mais il y a plein de façons de les porter. Soit on peut les porter top-down, le média a décidé, et il se dit, voilà, cette cause-là, elle est importante. Il a décidé probablement en conscience et parce qu'elle était intéressante. Et il y a des façons de le retricoter, de le co-écrire, de le co-construire. On vous répond, on associe des gens, et je pense que c'est des formes comme ça de participation, mais de participation construite. C'est-à-dire pas juste du bruit, mais de la participation construite, de l'échange, de la co-construction. En fait, c'est des formes nouvelles pour les médias qui sont rendues possibles aussi par le média digital qui permet l'interaction en direct. La radio le permettait, on appelle, etc. Mais le média digital permet pas mal de co-construction et d'interaction. Il y a un vrai goût pour cette interaction. On voit que pour capter l'attention des gens, pour finalement aussi crédibiliser, il faut être dans cette interaction. Et en fait, journalistiquement, elle est super intéressante pour construire aussi de l'information dans cette interaction et sur des sujets qui sont des sujets d'intérêt commun. Il nous reste quelques minutes. S'il y a des questions dans l'audience, je vous en prie. S'il y a des questions sur Internet, n'hésitez pas. Madame, présentez-vous. N'hésitez pas à poser la question. Bonjour, Rachida. Je voulais vous demander comment garantir l'indépendance éditoriale, financière, journalistique, lorsque ces médias sont concentrés dans les mains d'une poignée de milliardaires. Excusez-moi, je vais répéter la question pour ceux qui nous écoutent. Donc, comment garantir l'indépendance d'un média, finalement, alors qu'on sait que beaucoup de médias sont concentrés dans les mains de quelques personnes? Je ne sais pas qui veut répondre à cette ici, question. En tout cas, vous avez un média de service public, un journal indépendant, comme il en reste encore quelques-uns en France. Et une agence, une agence indépendante aussi. Donc, il n'y a pas que des oligarques en France pour contrôler les médias.
Ensuite, là aussi, c'est une question pour les journalistes parfois de courage, de leur conviction. Finalement, les interventions sont souvent moins fréquentes qu'on ne croit. Oui. Et souvent, il y a beaucoup d'autocensure qui peut aboutir aux craintes que vous dénoncez. Bon, le problème de l'indépendance des médias est réel. En France, le danger, c'est aussi parfois on a un peu tendance à se recopier les uns les autres parce que ça va plus vite. Et le problème des journalistes aussi, c'est parfois de travailler, d'avoir toujours choisi un éditorial sur France Inter et le rédacteur en chef, parce que moi je fais une chronique maintenant le jeudi matin à France Inter, donc je me soumets à la rédaction en chef, donc ils relisent un peu mes papiers et j'écoute ce qu'on me dit parce qu'il y a une hiérarchie, c'est important. Il me parlait de Marseille et j'avais cité la tuerie du bar du téléphone pour dire finalement la criminalité à Marseille, ça a toujours existé. Elle a pris d'autres formes, mais bon. Et on me dit, oui, mais personne ne se souvient de la tuerie du bar de téléphone dans les années 70. Il y a un problème aujourd'hui, c'est l'instantané, c'est le fait qu'on n'a pas de recul, qu'on ne sait pas forcément que Emmanuel Macron, qui n'a pas encore parlé au président Biden sur l'affaire des sous-marins, eh bien le président Macron, il est en train de nous refaire la geste gaulienne, qui était celle du général de Gaulle, mais qui se souvient du discours de Phnom Penh. Bon, on se souvient de Vive le Québec libre. Voilà, il y a un problème aussi de recul par rapport à l'information, de culture historique, qu'il est important de faire passer dans les nouvelles générations. Et pour répondre aussi sur le même thème, c'est que cette indépendance-là, en plus, elle se joue chaque jour. Hein. C'est un combat au quotidien. Elle passe aussi, elle est plus facile si effectivement on continue à travailler sur une information certifiée, vérifiée, rigoureuse. Et je pense que c'est un signe à la fois d'indépendance et un facteur d'indépendance très très important. Le débat va se terminer. Je voudrais juste un petit mot de la fin sur vos gros chantiers là, que vous allez entamer pour vos médias ou clients respectifs. C'est quoi le gros projet sur lequel vous êtes aujourd'hui et peut-être pour les mois et les années à venir? Je vous laisse... il y a de multiples chantiers, mais nous, notre perspective, c'est d'aller un peu du local au global. C'est de réenchanter le print par la vidéo. C'est-à-dire que ça permet... c'est pas vrai que les jeunes ne lisent pas, mais ils lisent plus facilement quand il y a la vidéo insérée dans les textes. Et c'est de continuer finalement à essayer d'incarner la diversité d'une région dans sa dynamique, dans ses efforts de développement. Il y a beaucoup d'entrepreneurs en Bretagne. On est une région finalement pauvre, mais qui s'est quand même développée, qui a connu un miracle économique. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'interrogations sur sa capacité à intégrer la jeunesse. Et il faut qu'on soit capable, nous, d'expliquer qu'on a des entrepreneurs qui sont valeureux, qui ont le courage, malgré les blocages et la bureaucratie étatique de temps en temps, d'agir, d'embaucher et d'aller de l'avant. Et donc on est là aussi, nous, pour être au service du développement régional. Cécilia, comment vous voyez les gros enjeux de vos clients? Qu'est-ce qu'ils vont vous demander là, dans les mois, années à venir? Alors, chez ETX Studio, nous, en fait, on est vraiment engagés dans l'audio et dans la transformation, le passage à l'audio, et notamment des groupes médias print, des médias traditionnels. Et on les accompagne au global sur le fait de transformer leur texte en audio et aussi de construire cet univers d'expression audio, et de partout où ils veulent innover, finalement, on arrive avec les talents qu'il leur faut pour accélérer ce qu'on disait sur la transformation. Donc nous, on est capable de monter des équipes qui arrivent sur les besoins spécifiques des médias. C'est super passionnant de faire ça parce qu'on participe en fait à la transformation des médias, et sur l'audio, c'est particulièrement exaltant. Vous les conseillez sur le business model? On sait qu'on a du mal à monétiser justement ces contenus un peu audio. Vous voyez un modèle qui se Oui, alors qui je dirais plutôt qu'un modèle, je dirais des modèles, mais exactement comme les médias en fait ont ouvert
refaire leur modèle de financement. C'est-à-dire que sur l'audio, il y a de la pub programmatique, du sponsoring, mais il y a aussi d'autres façons de, quelque part, rentabiliser l'audio pour les médias, parce que l'audio crée énormément d'engagement, d'intimité, de relations, mémorisation des messages, etc. Cette relation-là, il y a pas mal de médias, alors en France, mais plutôt dans le nord de l'Europe aussi, qui travaillent sur ça pour construire des communautés fidèles. Et en fait, ces communautés fidèles, quelque part, si la question c'est la question de la monétisation, se remonétisent après dans l'écosystème du média. C'est retransformé. C'est-à-dire que, et aujourd'hui, cette question de l'engagement qu'on a avec les audiences qui sont... Alors moi, j'ai toujours aimé l'audience parce que l'audience, c'est un lecteur. Il ne faut pas oublier que quelqu'un qui clique, c'est un lecteur. Donc, la question de l'audience, mais de l'engagement de l'audience, elle est centrale parce qu'elle justifie la relation avec le média. C'est pour ça qu'on le fait, c'est pour être lu, pour participer. Mais l'audience au global, c'est sur la durée et sur la consistance de ce qu'on fait qu'on la travaille et qu'on arrive à la monétiser. Voilà. Yannick Le Tranchant. Oui, rapidement, je pense, ça a été dit tout à l'heure aussi par Cécilia, c'est la co-construction avec les publics. Nous, on dit les publics à France Télévisions parce qu'on a plusieurs... type de public, c'est la co-construction qui est très importante pour nous. C'est d'être en phase avec la société. On dit parfois il faut qu'on soit le reflet de la société telle qu'elle est. Moi je dirais parfois peut-être telle qu'elle devrait être parce qu'elle n'est pas toujours brillantissime non plus et qu'on doit aller vers ça et notamment... j'aime pas trop l'expression sur le constructive news ou le journalisme de solution, c'est mieux, je pense qu'il faut montrer aussi ce qui va bien. Et il y a à la fois en Bretagne, mais aussi ailleurs, il y a des entreprises qui vont bien, il y a des gens qui ont des initiatives, y compris environnementales, enfin autres, dans un tas de domaines, et il faut qu'on montre ça aussi, et que je ne vais pas aller dans la caricature, qu'on ne parle que des mauvaises nouvelles ou des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Je pense qu'il faut renforcer ça, la co-construction, et d'être plus à l'écoute peut-être de la société. On en avait déjà parlé ici sur les Gilets jaunes, où aucun nous ne l'a vu venir, hein, donc c'est quand même un sujet. Donc il faut qu'on soit encore plus à l'écoute des battements, des pulsations du pays. Alors, pour conclure et pour appuyer votre propos, donc Cision sort une étude annuelle sur l'état des médias dans le monde et ce côté information feel good, c'était une étude américaine autant pour moi, était vraiment justement, faisait partie des orientations vers lesquelles allaient les journalistes qui répondaient. Merci à tous les trois, merci beaucoup pour votre témoignage, merci beaucoup à vous de vous être déplacés, je suis ravie de vous voir et merci à ceux qui nous ont suivis, merci au Presse Club de nous accueillir et puis à bientôt. Merci.